Et si aujourd'hui je vous racontais quelques anecdotes sur le tricot? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui je vais vous parler anecdotes tricot. Et pourquoi? Parce qu'en fait c'est une des dernières vidéos de mon année tricot. En fait, moi je compte de juillet à juin souvent, et donc je prends mes congés, et pour moi c'est une période de coupure avant de repartir sur une année, d'envisager les designs de l'année qui vient, parce que un des moments les plus intenses pour moi c'est l'automne et l'hiver. Donc pour moi, le mois de juillet, c'est vraiment une coupure et on passe d'une année à l'autre, même si civilement on ne passe pas d'une année à l'autre. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu plus fun. Moi, je suis en vacances. Il y aura une vidéo la semaine prochaine. Vous ne verrez pas la différence parce qu'il y aura des vidéos toutes les semaines. Alors, tout d'abord, je tenais à me dire merci parce que nous arrivons à 8000 abonnés. J'avais dit que j'aimerais qu'en décembre 2023, j'arrive à 10 000 abonnés. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais n'empêche qu'on arrive à 8000 abonnés. J'ai pris quand même plus de... Vous êtes 5000 personnes à me suivre de plus depuis l'année dernière. Donc je tenais à dire merci à tous ceux qui aiment, qui partagent, qui commentent, qui contribuent à la chaîne, Claudie, Emma, Evelyne et tant d'autres. Donc merci beaucoup. Vous connaissez tous la dentelle japonaise. Je suis certaine que vous connaissez tous la dentelle japonaise. Comme je suis certaine que vous connaissez tous des livres, vous avez tous en tête un livre de points de japonais, un livre de dentelle japonaise, un livre de crochet japonais, un livre de patron de tricot ou de crochet japonais, ou certains noms de designers japonais, certaines que vous en connaissez. Il y a des livres de feutrage, il y a des livres de couture, il y a d'ailleurs la librairie Junku à Paris qui vend pas mal de livres de ce style-là. En fait, il y a une culture de do-it-yourself et des travaux d'aiguille quand même très importante au Japon. Alors, autant la broderie est quelque chose qui est historique au Japon, autant le tricot ne l'est pas du tout. En fait, c'est à l'ère Meiji que le tricot est arrivé sur le territoire japonais et notamment en Asie de l'Est aussi. Parce qu'en fait, avant, il n'y a pas du tout d'histoire, on n'a pas cette racine-là au niveau du tricot. Donc, c'est vraiment les Européens qui ont amené le tricot en Asie de l'Est. Deuxième anecdote, j'ai fait il y a 2 ans une vidéo sur l'histoire du tricot et ce sont des choses que j'ai déjà évoquées, mais savez-vous qu'il est très difficile de retracer historiquement l'histoire du tricot? Pourquoi? Parce qu'en fait les pièces tricotées sont faites essentiellement en soie, en lin, en coton ou en laine. Et ce sont des matériaux biodégradables, donc on a énormément de mal à retrouver traces de produits tricotés. Et si on parle de matériel obtenu avec le tricot, qu'en est-il des outils? Les aiguilles à tricoter, en fait, elles étaient faites essentiellement en os, elles étaient faites en ivoire ou elles étaient faites en carapace de tortue. Et comme c'était des objets contondants, on ne tricotait pas en aiguille circulaire à l'époque, on tricotait avec des aiguilles droites, on a énormément de mal à faire de distinction entre les aiguilles à tricoter, avec des épingles à cheveux, avec un tournevis, ou éventuellement avec l'axe d'un fuseau. Donc en fait, on a du mal à identifier l'outil. On se dit, est-ce que c'était pour tricoter ou est-ce que c'était pour filer la laine? Est-ce que c'était pour tricoter ou est-ce que c'était pour mettre dans les cheveux? Donc en fait, comme on a énormément de mal à retracer l'outil, on a énormément de mal à se dire, à partir de telle date, le tricot, on peut se dire qu'on commençait à tricoter. Ce n'est que plus tard, que vers le XIIe et XIIIe siècle, qu'on commence à retrouver des traces de tricot. Même si on pense peut-être qu'il est plus ancien que ça, il y a énormément de difficultés à retrouver traces du matériel et des objets tricotés. En parlant tricot et retracer l'histoire du tricot, il y a des pièces qu'on a retrouvées et on s'est dit, ces pièces, c'est du tricot. Mais en fait, non. En analysant, en faisant des recherches, notamment au niveau de la culture viking, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout du tricot. En fait, c'était du nail binding. Alors ceci, je l'ai acheté à Fodviken. Fodviken, c'est un village viking reconstitué. Il y a en Suède, vraiment très proche de Copenhague, en fait. Donc on est vraiment dans le bas, près de Malmö. Et en fait, on a retrouvé un village viking et on a retrouvé des pièces, notamment des sortes de grandes aiguilles à tricoter. Si vous regardez ici, j'en ai une, mais je n'arrive pas à la mettre la main dessus. C'est des sortes de grandes aiguilles, pas à tricoter, mais des aiguilles à coudre en os, avec un grand chat, un peu comme des très très grosses aiguilles à tapisserie. Et en fait, on faisait une sorte de tricot à une seule main.
Et on enroulait le fil d'une certaine manière pour obtenir non pas du crochet, non pas du tricot, un tissu relativement dense, mais c'était pas du tissage non plus. Donc on pense que ce serait l'ancêtre du tricot. Alors ça a été perdu de vue. C'est excessivement complexe de retrouver des traces à ce niveau-là. Donc voilà, on sait que ça c'était une des techniques et ça a probablement évolué vers le tricot que l'on connaît actuellement. Autre anecdote, il faut savoir qu'en fait le tricot, il se lie de droite à gauche. Et pourquoi se lie-t-il de droite à gauche? Parce qu'en fait on pense que le tricot vient du Moyen-Orient et non pas d'Europe. Il est très probable, on a retrouvé des traces dans des tribus nomades d'une sorte de tricot qui se faisait sur un cadre, où le matériel obtenu ressemblait au tricot. Ce n'était pas des aiguilles tricotées, c'était quelque chose d'assez mitigé. Et on pense que c'est la base du tricot et ça vient du Moyen-Orient. Et donc, le tricot, lui, il a migré du Moyen-Orient avec les croisades vers l'Espagne au moment où on était à l'Empire ottoman et où on avait l'Empire ottoman qui avait envahi le bas de l'Espagne, l'Andalousie notamment. Et probablement qu'avec les migrations, les conquêtes, il y a des gens qui migrent et qui apportent leur savoir-faire, et ça a probablement, ça a perpétué dans la civilisation à l'époque, et donc on a commencé à intégrer le tricot comme un art ou comme une manière de pouvoir faire des produits finis sans utiliser des métiers à tisser, et on en arrive à avoir instauré le tricot en Europe. Donc ça vient du Moyen-Orient, et au Moyen-Orient, l'arabe, il ne se lie pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. Et donc voilà pourquoi quand on lit le tricot, quand vous tricotez de droite à gauche, et quand vous lisez des diagrammes sur l'endroit, donc quand vous tricotez de l'endroit, face endroit vers vous, et bien vous tricotez votre diagramme de droite à gauche. Quand on retourne, c'est de gauche à droite le diagramme, mais vous tricotez toujours de droite à gauche. Donc voilà pourquoi, historiquement, en fait, le tricot se tricote de droite à gauche. Comment est-ce qu'on en arrive à se dire qu'en fait le tricot est une invention relativement récente, 12e et 13e siècle? On pense d'abord parce qu'on a retrouvé quelques pièces tricotées qui datent de cette période-là, j'en ai parlé dans la vidéo sur le tricot, mais aussi parce qu'on ne retrouve pas de traces dans la mythologie. Il faut savoir que dans la mythologie, vous avez des dieux. Ces dieux, ils font les choses que faisaient les humains à l'époque. Et là, il n'y a pas de dieu ni de déesse qui tricotent. Autant le tissage est présent. Vous avez Arachné, vous avez Pénélope. Alors Pénélope n'étant pas une déesse, mais quelqu'un faisant partie de la mythologie quand même. Eh bien, vous savez que le tissage existait à l'époque, et puis on a retrouvé des pièces de métier à tisser, mais même comme ça, comme c'était inscrit dans la culture religieuse, on sait que les gens le pratiquaient. Alors Pénélope, pour rappel, c'est qui Pénélope? En fait, c'était la femme d'Ulysse. Elle a attendu son mari pendant 20 ans. Et Pénélope, elle ne voulait pas se remarier, parce qu'on l'a poussée à se remarier. Ulysse était un roi, donc il était question qu'il y ait un deuxième roi qui prenne, et donc il y avait des enjeux politiques, mais Pénélope étant très fidèle, et Pénélope sentant un peu le vent venir, elle a dit « Moi, je ne me remarierai pas tant que je n'ai pas fini le suaire dans laquelle serait inhumé mon conjoint, mon mari, Ulysse. » Et qu'est-ce que faisait Pénélope? Eh bien, elle tissait le matin et la journée le suaire d'Ulysse, et la nuit, elle le défaisait. Donc, elle n'avançait jamais. Et pendant 20 ans, elle a fait la même chose pour que Ulysse revienne finalement à la maison. Encore une petite touche d'histoire. Saviez-vous que la reine Victoria, c'était une addicte du tricot? Mais vraiment une addicte du tricot. Elle a tricoté quasiment jusqu'à sa mort. Alors la reine Victoria, elle a quasiment régné autant que notre reine Elisabeth, qui est décédée il y a pas longtemps. Eh bien, le fait que la reine Victoria aime tricoter, mais vraiment aime tricoter, elle brodait aussi, eh bien ça a donné un essor important des arts du tricot, des arts de l'aiguille, en Angleterre, et donc toute la petite noblesse, la noblesse et les gens qui fréquentaient les gens de la noblesse, tricotaient. Et donc ça a permis un essor au niveau commercial, parce qu'il y avait de la demande. Donc s'il y avait de la demande, il y a eu un commerce au niveau des producteurs de laine. Et donc, on a commencé à tricoter des fils et utiliser les toisons des animaux qui se trouvaient sur le territoire, et puis d'aller chercher de la soie en Inde, etc., etc. Donc c'est ça un peu qui a favorisé le commerce anglais au niveau du tricot, et au niveau des fils et des matériaux dont on avait besoin pour pouvoir faire ces arts créatifs. Encore une autre petite chose au niveau histoire, ça vous intéresse? Eh bien,
j'ai déjà parlé du grafting. J'ai fait une vidéo sur le grafting. C'est ce qui vous permet de faire une couture très très propre, invisible. En fait, vous remaillez tout simplement vos mailles pour pouvoir fermer le bout d'une chaussette, pour fermer un col ou autre. Et d'où vient le grafting? On appelle ça Kitchener Stitch en anglais. Kitchener, c'est qui? C'est pas quoi, c'est qui. Lord Kitchener était le ministre de la guerre pendant la Première Guerre mondiale. Et pendant la Première Guerre mondiale, on n'avait pas du tout les machines qu'on a maintenant, eh bien les chaussettes, c'était des chaussettes tricotées. Il fallait que les soldats, vous savez que c'était une guerre de tranchées, la guerre 14-18, les soldats aient chaud aux pieds. Donc pour qu'ils aient chaud aux pieds, il fallait des chaussettes et on faisait des chaussettes en laine. Or, ils devaient avoir chaud aux pieds, mais ils étaient dans des tranchées, il pleuvait. C'était quand même pas l'endroit le plus lumineux et le plus ensoleillé de France, n'est-ce pas? La Marne notamment, c'est quand même bon, relativement pluvieux, hein, Ypres, etc., etc. Cette zone-là, c'est pas non plus le sud de la France. Donc, comme ils baignaient dans la boue, ils marchaient dans la boue, ils étaient vraiment dans un environnement très humide, ben, quand on a une plaie, tout de suite, ça s'infecte, ça se gangrène, et si ça se gangrène, vous perdez des hommes. Donc, Lord Kitchener a demandé aux tricoteuses et tricoteurs qui faisaient des chaussettes pour les soldats de l'armée de faire une couture invisible pour que ça n'y ait aucun frottement au niveau des chaussettes, ni au talon, ni à la pointe. Et c'est de là qu'est né le grafting. Parlons maintenant, non pas d'histoire, mais de santé. Est-ce que vous savez que tricoter une demi-heure, ça vous fait dépenser 55 kilocalories. Alors, c'est pas grand-chose, ça, vous allez me dire, mais c'est déjà ça. Alors, quand vous tricotez 8 heures, vous imaginez. Qu'est-ce qu'apporte le tricot aussi? Le tricot, j'ai fait une vidéo sur le sujet, ça apporte énormément de bien-être. On sait, on est certain que ça a un effet, un impact sur l'anxiété, ça a un léger effet antidépresseur et ça permet de gérer la douleur. Parlons maintenant de tricoteuse. Alors, moi, je suis une tricoteuse, oui. Mais je ne parle pas des tricoteuses actuelles. Vous êtes aussi une tricoteuse, ou vous êtes un tricoteur. Mais on ne parle pas de ça maintenant, on parle des tricoteuses de la Révolution française. Alors, pendant la Révolution française, il y avait des tricoteuses qui assistaient au débat du tiers-état. Et donc, elles écoutaient à l'Assemblée ce qu'il passait et elles haranguaient les discours politiques. Mais pas que. Il faut savoir que les tricoteuses, elles ont aussi été payées par le gouvernement pour invectiver, pour insulter, pour se moquer, pour se gorger de sang lorsque des nobles montaient sur la guillotine. Elles étaient chargées de ridiculiser les personnes qui se faisaient guillotiner, donc la noblesse, par l'État. Joyeux, n'est-ce pas? Autre petit fun fact, vous connaissez les Landes, si vous êtes français, vous connaissez les Landes. Vous connaissez certainement les bergers qui se mettaient sur des échasses, qui se perchaient sur des échasses. Pourquoi en fait ces bergers se perchaient sur des échasses? C'est parce qu'en fait, dans les Landes, c'est assez marécageux. À l'époque, c'était marécageux, et donc pas ces fermiers, mais ces bergers tricotaient pendant qu'ils gardaient leurs moutons, et ils tricotaient sur leurs échasses. Alors, c'est quelque chose qui a disparu. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'État a décidé de transformer les Landes en quelque chose d'exploitable, d'assainir les sols, si vous voulez, en plantant des pins maritimes. Donc à partir de là, il n'y a plus vraiment de fermiers, de bergers landais qui gardaient leurs moutons sur des échasses et qui tricotaient. Petite chose actuelle, vous connaissez Ravelry? Alors Ravelry, c'est une communauté qui a, je pense maintenant, 8 millions d'utilisateurs, ce qui est énorme. Eh bien Ravelry, à ses débuts, moi j'ai connu ça, ils avaient fait ce qu'on appelle les Ravelniks. Il faut savoir qu'à Ravelry, vous avez régulièrement des grands giftelongs, des grands nittelongs, des grands concours, le Tour de Flies par exemple, qui est quelque chose qui ressemble au Tour de France, si vous voulez, mais au lieu de pédaler sur des vélos, vous pédalez sur votre rouet et vous avez des étapes. Eh bien, il y avait la même chose au niveau des Jeux Olympiques. Et il y avait, par exemple, je me retrouve des noms parce que j'ai oublié, l'Afghan Marathon, le Scarf Hockey, le Sweater Triathlon. Eh bien, le comité olympique des États-Unis n'a pas apprécié ça du tout et ils ont envoyé un courrier à Ravelry leur demandant de changer le nom parce que c'était une atteinte aux droits d'auteur et que les termes qu'ils avaient utilisés pour qualifier leurs épreuves étaient dénigrantes pour les joueurs, les sportifs qui participaient aux Jeux Olympiques. Vous en penserez ce que vous voulez, mais moi je trouve ça très, très exagéré. Et pour finir, est-ce que vous connaissez des stars qui tricotent? Alors, j'ai fait une petite recherche, je vais retrouver les noms. Catherine Hegel, si vous connaissez Catherine Hegel, c'est celle qui joue dans Grey's Anatomy.
eh bien, elle tricote. Elle a un blog d'ailleurs sur les loisirs créatifs. Mais vous avez aussi Scarlett Johansson, vous avez Julia Roberts, Kate Moss, vous avez Dakota Fanning, vous avez comment est-ce qu'elle s'appelle Cara, voilà, je cherchais son nom. Cara Delevingne qui a fait des patrons pour Wool and the Gang. Vous avez Blake Lively. Alors Blake Lively, je dis bien, elle a joué dans Gossip Girls, et vous avez Ryan Gosling, le fameux Ryan Gosling qui joue le rôle de Ken dans le film Barbie qui va sortir. Eh bien, lui, il a appris à tricoter sur un tournage, et il adore ça, vraiment. Alors, c'est quasiment le seul homme que j'ai retrouvé. Alors, il n'y a pas que lui, hein, je ne cite que celui-là, mais j'ai fait une vidéo sur les hommes peuvent tricoter, donc vous avez quelques stars qui tricotent. Donc vous avez aussi des stars qui tricotent. Donc c'est pas qu'un sport de grand-mère, le tricot. C'est pas qu'un sport de pauvre, le tricot. C'est aussi quelque chose qui peut être très très fun. Et pourquoi est-ce que ces stars tricotent? Parce qu'elles aiment bien, parce que ça les détend, parce qu'elles trouvent amusant de faire des produits pour elles-mêmes, donc pour la même chose que nous en fait. Dernière petite anecdote que j'ai complètement oublié de vous citer, qui vient de me revenir à l'instant, c'est le tricot qui sert, le langage tricot, la façon d'écrire le tricot en anglais. Donc knit, purl, vous savez que quand on tricote en anglais, en fait, on fait des abréviations, mais c'est K pour knit, P pour purl, etc. Eh bien, on s'est servi de ce langage-là pour faire passer des messages secrets pendant la Seconde Guerre mondiale. On en parle dans la série de Bletchley Circle. En fait, les femmes qui tricotaient et qui travaillaient pour les services secrets utilisaient le code tricot pour pouvoir faire passer des messages, parce qu'il fallait savoir, les Allemands ne savaient pas que ça voulait dire ça. Voilà. C'était un peu l'ancêtre d'Enigma, j'exagère, parce qu'Enigma c'est quand même une autre histoire. Mais voilà, on s'est servi du langage tricot pour pouvoir faire passer des messages secrets, donc ça a servi comme arme de guerre. Alors voilà, j'ai terminé. J'espère que cette micro-vidéo vous aura fait plaisir, parce qu'il y a plein de fun facts, il y a plein d'anecdotes à raconter sur le tricot. Je n'ai fait que toucher du doigt quelques anecdotes. Si vous avez des anecdotes à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. S'il y en a beaucoup, je les rassemblerai et je ferai une autre vidéo sur le sujet. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager si vous avez envie de partager. Et ce sera à samedi prochain.